Madame, monsieur, bonsoir. La pseudo-victoire des consommateurs et de la société civile sur les velléités d'augmentation des prix du carburant à la pompe a été de courte durée. Tous ceux qui avaient mené des batailles féroces par voie de médias n'ont rien vu venir cette fois. La piqûre a été injectée dans le secret le plus total le temps d'une nuit. Les nouveaux prix ont flambé à la pompe. Une augmentation foudroyante de l'ordre de 81 francs CFA pour l'essence, qui est passé de 569 francs à 650 francs CFA et de 80 francs CFA pour le gasoil, qui est passé de 520 francs CFA à 600 francs CFA. Pour le gaz domestique, les prix sont passés de 6 000 francs CFA à 6 500 francs, soit une augmentation de 500 francs CFA. Auprès des consommateurs, l'information a fait l'effet d'un électrochoc. Conscient donc qu'une telle mesure peut avoir des répercussions énormes sur le corps social, une dizaine de membres du gouvernement a rencontré les responsables des syndicats jeudi dernier à Yaoundé dans le but d'étouffer un éventuel soulèvement populaire. Une rencontre qui s'est terminée malheureusement en queue de poisson. Les leaders syndicaux démentent l'annulation de cette mesure qu'ils qualifient d'inique. Pourquoi le gouvernement a-t-il mis la charrue avant les bœufs? Les arguments avancés par le gouvernement sont-ils acceptables? Le Cameroun a-t-il cédé à la pression des institutions de Bretton Woods? La menace insurrectionnelle brandie par les syndicats de transport dès lundi prochain pourrait-elle être évitée? Est-ce que le spectre des événements de février 2008 plane toujours à l'horizon? Ce sont des questions bien d'autres que nous allons aborder dans un instant avec les contributions de M. Jean Aïssi Bessala, qui est cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et expert foncier et immobilier. Bonsoir, M. Jean Aïssi Bessala. Bonsoir, chers journalistes. Bonsoir, chers téléspectateurs, pardon. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve une fois de plus sur ce plateau du débat sur Camus 24. Oui, surtout, on est là pour échanger avec le témoignage des téléspectateurs et peut-être même leur appui. Alors, vous aurez en face de vous ce soir un syndicaliste qu'on ne présente plus dans le secteur des transports et le secrétaire général du regroupement des syndicats de transport urbain et interurbain du Vaury. Bonsoir, monsieur Edouard Etienne. Bonsoir, Thierry Yopé. Bonsoir à vos très nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir ce dimanche d'être sur votre plateau pour discuter de cette histoire de hausse de carburant. Je pense que dans le débat, vous saurez davantage les positions que moi je défends. Ou que votre syndicat ou votre regroupement syndical défend. Non, pas nécessairement, parce que je parle ici au nom de Yétan Edouard, syndicaliste de transport. Voilà. Le regroupement ne m'a pas mandaté de parler en ces lieux et places pour la simple raison que pour une affaire aussi grave, la position qui est la mienne n'est pas celle que d'autres camarades ont partagé. Je pense qu'on est dans un état de droit, on est un pays où le dialogue social a fait beaucoup de bien, que ces différents bras de fer que nous engageons contre l'administration. Nous, le regroupement, avons écrit au premier chef de gouvernement pour lui dire pourquoi nous n'étions pas d'accord avec le mot d'ordre de grève, et avons argumenté sur ce qu'on attend du gouvernement, qui doit définitivement prendre une vraie mesure. Parce que ce qui a été annoncé par M. Motazé, c'est une mesurette dont le fond est troué. Oui, on en parlera. Voilà. Avec vous, nous parlerons également de la lutte contre la corruption au regard de la guéguerre qui oppose désormais la Commission anticorruption au contrôle supérieur de l'État, en autorisant en effet des agents du contrôle supérieur de l'État de mener des enquêtes à la CONAC et peut-être bientôt à la NIF et dans d'autres institutions en charge de la lutte contre la corruption. Paul Biya a-t-il fait le lit d'un affrontement ouvert entre ces structures? La CONAC, quant à elle, critique la mission du consupé chez elle. Son président, le révérend pasteur Massingans, s'insurge contre la charge médiatique d'une partie de la presse qui, selon lui, mène depuis quelques semaines une campagne de dénigrement malsaine avec pour objectif de décrédibiliser l'institution principale de la lutte contre la corruption au Cameroun. De quoi se demander qui va contrôler à son tour le contrôle supérieur de l'État.
qui a intérêt à fragiliser davantage l'opération Épervier. Du nom de cette campagne de lutte contre les fossoyeurs de la fortune publique, nous le saurons tout à l'heure, tout comme nous reviendrons en fin de partie sur la mise sur pied d'une commission, la commission chargée d'enquêter et de clarifier les causes de la débâcle des lions indomptables du Cameroun au Brésil. À quoi servira l'enquête ordonnée par le président de la République, surtout que nombreuses langues laissent entendre qu'il s'agit d'une erreur stratégique qui vise simplement à distraire les fonds publics une fois de plus, tout en distrayant l'opinion publique. Madame, Monsieur, voilà donc pour les sujets posés sur la table du débat de ce soir. Permettez-moi simplement de vous dire merci pour votre confiance, pour la confiance que vous ne cessez de nous faire en regardant ce programme. Retrouvons-nous juste dans un instant pour le débat sur Camus 24. Bonsoir une fois de plus. Comme je le disais à l'entame de cette émission, la pseudo-victoire des consommateurs et de la société civile sur les velléités d'augmentation des prix de carburant à la pompe a été de courte durée. Tous ceux qui avaient mené des batailles féroces par voie de médias n'ont rien vu venir. Cette fois-ci, la piqûre a été injectée dans le secret le plus total. Le temps d'une nuit, les nouveaux prix ont flambé à la pompe, une augmentation foudroyante de l'ordre de 81 francs CFA pour l'essence, qui est passé de 569 francs CFA à 650 francs CFA et de 80 francs pour le gasoil, qui est passé de 520 francs CFA à 600 francs CFA. Pour le gaz domestique, les prix sont passés de 6 000 à 6 500 francs CFA, soit une augmentation de 500 francs. 500 francs CFA auprès de consommateurs d'information, je le souligne encore, a eu l'effet d'un électrochoc, qui est conscient qu'une pareille mesure peut avoir des répercussions énormes sur le corps social. Une dizaine de membres du gouvernement a rencontré les responsables des syndicats jeudi dernier à Yaoundé dans le but d'étouffer un éventuel soulèvement populaire. Une rencontre qui s'est terminée malheureusement en queue de poisson parce que les leaders syndicaux demandent l'annulation de cette mesure qu'ils qualifient d'inique. J'ai avec moi sur ce plateau, vous l'avez d'ailleurs constaté, M. Jean-Issi Bessala, qui est cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et expert foncier et immobilier. Une fois de plus, M. Jean-Issi Bessala, on en parlait. La mesure, comment vous l'avez accueillie déjà? Disons que pour étant un citoyen averti, je m'attendais à un moment ou à un autre à l'augmentation du prix du carburant. Parce que ceux qui sont un peu informés, le fait que l'État camerounais subventionne le carburant était critiqué par le gendarme de la finance mondiale. Et à partir de ce moment-là, le Cameroun faisant partie de la communauté financière mondiale ne peut pas échapper à ces observations. Pas longtemps. Donc, quand j'ai appris que c'est tombé, j'ai dit enfin, c'est arrivé, pas parce que je suis content. Mais le problème est maintenant, mener un débat, je ne sais pas s'il y a un Camerounais qui peut dire que je suis content parce que le prix d'essence a augmenté. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit maintenant d'être responsable. Est-ce que le Cameroun est le seul pays au monde qui augmente les prix de carburant? La réponse est non. Est-ce que financièrement, économiquement, c'est une mesure qui devait tomber? On dit oui. Je me souviens, il y a peut-être un an, tu l'as dit, il y avait un débat où les gens, les grosses têtes qui connaissent bien comment marche l'économie, disaient que le fait que l'État subventionne les prix du carburant n'est pas une bonne mesure pour le petit peuple, pour les petits. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un véhicule. Ce véhicule prend au maximum 20 litres d'essence, on peut dire ça comme ça, ou 30. Mais il y a des gens qui ont des bensikines. Leur réservoir, c'est peut-être 5 ou 7 litres. Mais quelqu'un qui a un gros... Je prends le train. Le train prend peut-être 10 000 litres. Et celui qui a le gros camion qui fait le transport entre le Cameroun et le Tchad, il prend combien? Ce qui veut dire que les gens qui bénéficient de plus de la subvention sur le carburant, ce ne sont pas les petits, c'est des gros. C'est un argument d'un économiste, malheureusement, qui est mort, qui le répétait. Si maintenant,
l'État doit aider le petit peuple, que nous sommes tous, qu'on élimine cette subvention, qu'on aille investir cet argent ailleurs. On a cité le cas de faire des ponts, de faire des routes. Par exemple, autour de Douala, si on dit que toutes les villes ou toutes les localités qui sont proches de Douala sur 50-60 km, qui doivent être bien entretenues pour alimenter la ville, ça va baisser le coût des vivres frais, ça va faciliter des choses, mais pas dire qu'il ne faut pas annuler cette... Nous entourons, avec votre permission, sur les dédales justement de cette affaire. Comme l'a souligné tout à l'heure M. Edouard Yetian, cette actualité vous inspire quoi, M. Yetian? C'est de la trahison, c'est de la provocation. J'étais des partenaires sociaux invités à l'immeuble Étoile le 2 juin 2012, où le Premier ministre assisté de tous les ministres de souveraineté, avait écouté longuement les discours des uns et des autres. Il y en a qui ont même lu des documents pendant 15 minutes, ce qui était surprenant. On pouvait faire l'économie de cela. Je me rappelle qu'à l'époque, ayant eu la parole parmi les derniers, j'avais fait observer à M. le ministre chef du gouvernement que son discours était inaudible. Ah oui, ce qu'il avait dit en début de propos, au milieu de propos et à la fin, c'était vraiment invraisemblable. Inaudible ou incohérent? C'était incohérent, inaudible même. Quand quelqu'un, au départ, vous parle de dialogue social, et qu'à l'arrivée, ils vous disent que vous faites montre de mauvaise foi, et à la fin, ils disent que de toute façon, nous passerons en force. Et quand je lui ai dit, il s'est révisé, il a dit, bon, il y aura encore d'autres rencontres, et puis quand vous serez partis d'ici, il faudra continuer à faire des propositions que nous prendrons en compte au moment de l'arbitrage. Depuis le 2 juin 2012, à ce jour où ils ont annoncé leur communiqué laconique, là, on n'a rien vu. Le 14 février encore, nous étions à la CSPH dans le cadre de l'information, des informations à nous communiquées par cette structure qui régule le prix des produits hydrocarbures. On n'a rien vu venir. Mais nous autres avions envoyé des propositions. Parce que, à la différence des autres syndicalistes qui viennent se mettre devant le gouvernement et disent « nous refusons l'augmentation », ce n'est pas un argument. Qu'est-ce que vous proposez? Nous avions proposé de pratiquer la vérité des prix à la pompe. Ça aurait plusieurs effets positifs. D'abord, ça disciplinerait les Camerounais propriétaires de véhicules, parce que si mon ami, l'expert immobilier, M. Jean-Yves Bessala, a un petit véhicule que je connais, c'est une Avantis, c'est une petite voiture, mais il y en a qui ont de grosses cylindrées, et 3, 4, 5 même dans leur parking. L'un amène un enfant là, l'autre par là, un autre là, ainsi de suite. Ça les amènerait à être plus efficients dans l'utilisation de leur véhicule, ce qui provoquerait des économies. Alors, l'État se retrouverait avec une cagnotte de 650 milliards. Et il ne faudrait pas plus de 250 milliards pour subventionner tous les secteurs sociaux consommateurs de carburant, ce qui garantirait la stabilité des prix des denrées de première nécessité sur les marchés. Ok, on vous a compris à ce niveau. Hein, on va analyser les contours tout à l'heure. Le temps pour nous de faire un tour du côté de la réalisation pour suivre cette proposition de reportage de Divine Api. Le constat est fait depuis les premières heures du 1er juillet 2014. L'essence super et gasoil connaissent une augmentation de prix. Le tableau d'affichage le présente clairement. Ceci aux grandes dames des consommateurs plus ou moins réceptifs à la décision gouvernementale. La dernière fois avant d'augmenter, on nous avait quand même avisé peut-être un mois avant. Bon, c'est ce matin, moi, quand j'arrive à la pompe et découvre qu'on a augmenté. Déjà à 569 francs, on ne s'en sortait pas. Maintenant, on augmente. Ce n'est pas 650 francs qu'on peut s'en sortir. La situation n'est pas sans conséquences sur le plan économique et social. Nous ne nous en sortons plus. Nous, on garde comme ça là pour pouvoir jongler. Parce qu'il n'y a pas assez de clients. Les motos, on a pour tous les clients.
C'est-à-dire qu'il faut augmenter le prix de carburant et nous, on paye les papiers et ils ne peuvent pas diminuer peut-être l'impôt et le stationnement. Ça ne peut pas marcher. Nous, on finira seulement par garer et les gens ne vaqueront plus à leurs occupations. Au Cameroun, il faudrait également qu'on augmente le prix du transport. Puisqu'il ne faudrait pas s'abîmer au niveau du carburant. Afin de préserver le pouvoir d'achat des populations, le gouvernement s'est proposé de prendre certaines mesures. Elles concernent entre autres la réduction de 50% du montant de l'impôt libératoire, la revalorisation du SMIC, une action qui pourrait être effective dans les jours à venir. En attendant, la population subit les affres de la surenchère du prix du transport urbain. Le gaz domestique, l'un des produits de première nécessité, est frappé par la hausse de prix. Alors qu'il s'offrait jusqu'ici à 6 000 francs CFA, il faudrait désormais débourser la somme de 6 500 francs CFA pour l'avoir. Les 500 francs CFA venus en surplus représentent un poids lourd pour la femme de maison. Avec le temps qui court, je crois que 500 francs de plus, c'est exorbitant. On n'y peut rien. Le Camerounais moyen n'a pas cette possibilité de le faire. Très mauvaise chose, franchement. Parce que déjà, même à 6 000, le Camerounais vraiment moyen n'arrive même pas. Une comme moi, je n'arrive pas à m'en sortir. L'idée de ne plus s'en procurer taraude déjà l'esprit, vu le manque de moyens financiers. J'ai déjà même dit à la maison, à partir d'aujourd'hui, on va arrêter avec le problème de gaz. Oui, je vais utiliser toujours du charbon et le bois. Parce que ça ne va pas. Il y a la rentrée qu'il faut préparer, c'est beaucoup pour nous. Tout le monde n'est pas à un haut niveau. Nous autres, quand on se débrouille seulement, comment est-ce qu'on doit... Pour certaines classes, ça ne les dérange pas. Vous comprenez? Mais nous autres, on a les 5 enfants. On doit faire comment? On doit fonctionner comment? Le bois de chauffage, le charbon à bois, serait alors un moyen de contournement pour les ménagères. Reste à savoir si ces produits ne connaîtront pas eux aussi une inflation sur le marché. Merci à Divine Happy. C'est bon, on va analyser tous les contours. On a écouté les Camerounais pris au hasard des rues qui commentaient justement l'actualité relative à l'augmentation des prix des produits d'hydrocarbures. Monsieur Yaïssi, il y a une certaine opinion justement qui pense que le Cameroun a cédé quelque part à la pression des institutions, aux bailleurs de fonds, aux institutions de béton. À l'entame de ma prise de parole, je n'ai pas caché cette opinion-là, cette vérité-là. Le Cameroun fait partie de la communauté internationale. Et le FMI, la Banque mondiale, sont des institutions qui veillent au bon fonctionnement, d'après eux, de la finance mondiale. Alors, est-ce que c'est un péché, c'est une honte qu'un pays faisant membre de la communauté suive les prescriptions de la Banque mondiale? Je pense que non. Sauf quand même que nous connaissons dans l'histoire, il y a des endroits, il y a eu des émeutes de pain partout. Ça dit que la Banque mondiale prescrit souvent des mesures d'une façon inopportune pour certains pays. Il revient donc aux autorités à appliquer un peu, j'allais dire techniquement, là où ça peut passer, en démontrant qu'ils comprennent, mais ils n'obéissent pas comme des militaires. Voilà mon point de vue. Mais je voudrais dire, en ce qui concerne les réactions des gens qu'on a vus là, je vois une femme qui dit que 500 francs, c'est beaucoup. C'était beaucoup, on ne s'en sortait pas, on va faire comment? Mais je dis ça, les gens savent que j'aime provoquer, mais elle n'avait pas l'air d'une femme qui meurt de faim. Donc, elle s'en sortait pas. Elle dit qu'elle ne s'en sortait pas. Moi, je l'ai vue bien portant. Donc, il faut accepter la mesure telle qu'elle a été prise. Ce n'est pas ce que je dis. Je pense qu'on va progresser à ce niveau-là. Ce n'est pas le petit peuple ou l'ensemble du peuple sur lequel on doit s'appuyer pour trouver des solutions. Le pays est démocratique, il y a des structures, il y a des organes qui représentent le peuple, qui ont de la matière pour, dans ce cas, réagir techniquement, efficacement. Ce n'est pas mettre la ménagère, le passant, le chauffeur taxi, que lui-même, il sait qu'aujourd'hui, on dit que le taxi c'est 200, mais il porte les gens qui payent 100 francs. Mais justement parce que les Camerounais, le portefeuille des Camerounais s'amenuise au quotidien. Dans ce cas, comment il peut dire qu'il faut encore augmenter le taxi? Qui va payer?
Donc il faut des mesures qui sont efficaces, qui sont bien réfléchies, pas agir à l'émotion comme j'entends. Comment vous, les journalistes, voudrez pousser la population? Ok, on parlera des mesures tout à l'heure. Ce n'est nul notre intention, justement. Est-ce que la mesure était opportune, monsieur Etienne? Totalement inopportune. On est dans un pays qui a besoin de toute la cohésion nationale pour soutenir nos valeureuses forces de défense et de sécurité intérieure en combat dans le Grand Septentrion, la protection de notre frontière à l'est avec Centrafrique, notre grand littoral maritime. Est-ce que c'est à ce moment qu'il fallait prendre des mesures aussi impopulaires, mal expliquées, aucune communication? Est-ce que c'est à ce moment que des organisations socio-professionnelles peuvent appeler à la grève générale illimitée? C'est irresponsable, cette attitude-là. C'est ça que moi j'ai... La faute à qui? La faute aussi bien au gouvernement qui est paresseux. Vous demandiez à mon ami Jean ici, est-ce le FMI qui a pressé la main de Cameroun? Le FMI a un rôle de conseil. Le FMI n'a aucun droit de nous faire pression dessus. Mais comme il y a des réseaux mafieux dans ce gouvernement, la présidence de la République, qui ont intérêt à ce qu'il y ait le flou, c'est dans cela qu'ils s'engraissent davantage, alors qu'ils sont déjà bien engraissés. C'est ça le problème. Comment est-ce qu'on peut prendre une décision qui n'en est pas une? Moi, j'ai dit que c'est une mesurette. C'est une mesurette trouée au fond. Quand vous prenez le produit, avant de mettre dans le récipient, une grande quantité s'est déversée. C'est de ça qu'il est question. Cette mesure maintient intacte l'injustice sociale. Quel est ce pays où c'est les pauvres qui payent pour les riches? Que signifie subvention, M. Terry? Subvention veut dire aide aux déshérités, aide aux pauvres, aide aux nécessiteux. Sauf si on m'apporte une autre explication. Si tel est le cas. J'étais à la CSPH le 14 février dernier, dans le cadre d'informations à communiquer aux partenaires sociaux sur le coût du carburant sur le marché mondial et les implications sur le plan local. C'était 615 milliards de prévisions, avec le baril jusqu'à 105 $, 103, 105 $. Ils ne savaient pas qu'un autre foyer serait allumé en Irak, un autre en Ukraine, la Syrie, ça allait continuer, ils croyaient qu'ils ont tout maîtrisé, et d'autres. Donc, le besoin accru de carburant a fait que j'écoutais encore l'autre jour sur une place boursière, on était à 116 $ le baril. Tout ça fait que la prévision de 615 milliards de francs CFA de subvention va monter certainement à 650 milliards. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Le FMI, c'est le complice des voyous, là. Il trompe le président de la République tout le temps. Mais je crois que le président, à travers les réactions des Camerounais sur les plateaux de télévision et le reste, va les mettre tous dehors d'ici peu. Il doit y avoir un remaniement forcément pour mettre un gouvernement de combat. Une chose sûre, d'aucuns arguent. Je n'ai pas fini. Je voudrais vous dire que je ne suis pas contre l'augmentation, mais il faut que ce soit une augmentation réelle. Rétablir la vérité des prix à la pompe. Si c'est 825 francs le litre, c'est 825 francs. Ça va discipliner les gens. Et l'État aura une économie budgétaire de 650 milliards. Il faut moins de 300 milliards pour subventionner tous les secteurs sociaux consommateurs de carburant. Et ça garantirait qu'il n'y aura pas d'inflation. J'ai entendu un ministre en balade ici à Douala dire qu'il a rencontré les commerçants. Moi, ce matin, la jeune dame qui saisit nos documents, je voulais qu'elle me donne quelques documents. Elle était au marché, elle a mis long, elle dit, Majesté, vraiment, ce qu'il y a au marché là, même moi, je vais marcher cette fois. Vous voyez cet état d'esprit? Les gens qui jusque-là
ne trouvez pas que la marche soit quelque chose de constructif, ben, quand vous ne pouvez plus rien, vous faites comment? Vous protestez dans la paix. Mais j'espère que le président de la République ne laissera pas que les choses pourrissent jusqu'à ce niveau-là. On arrivera à ce niveau. Monsieur Jean-Yves Bessa, il y a certains leaders d'opinion qui sont montés justement au devant de la scène, notamment un député SDF, monsieur Jean-Michel Nithieu pour le nommer, qui pense justement, on n'a pas pu l'avoir dans le cadre justement de la préparation de cette émission pour avoir cet élément et le diffuser, mais quand même, il est clair que la mesure prise par le gouvernement le 1er juillet est politiquement inopportune, économiquement contre-productive et socialement explosive. Quel est votre avis sur la question? Très simple. J'ai dit d'abord, quel est le rôle des syndicats? Parce que là, c'est le moment où les syndicats, toutes branches confondues, doivent monter au créneau pour expliquer, pour défendre. Parce que, entre autres, les syndicats sont là pour défendre les intérêts économiques, sociaux de ses membres et même de la société. C'est aux syndicalistes à monter au créneau pour expliquer, tel que nous explique le chef de chambre. Maintenant, si simplement ce sont des opinions politiques, malheureusement, on va se retrouver que ceux qui trouvent que les tenants du pouvoir ne foutent rien, ils vont toujours dire que c'est très grave. Donc la situation pour vous n'est pas explosive? Non, non, moi je ne pense pas. Sur le plan social? Entre sont des mesures appréciables? Je pense, quand il dit, un député de la nation dit que c'est explosif, on sait le rôle qu'il a joué en février 2008. Si c'est son souhait, c'est une chose. Tout le monde est libre d'avoir un souhait, d'avoir un plan. Mais je ne pense pas que... Moi, je ne suis pas là pour dire que oui, ça va éclater. Si c'est explosif, l'explosion peut tomber à côté de sa voiture, à côté de sa maison. Il a des maisons. Je ne pense pas qu'il faille emballer ce débat. C'est un débat technique. Il faut laisser les spécialistes techniquement. Même si tu es agrégé en sciences, politistes ou politologue, je ne sais pas quoi, tu viens pour dire, tu appelles le peuple à manifester. Ce n'est pas une solution. En tout cas, nous reviendrons sur cet aspect tout à l'heure, parce que on a quelques préoccupations par rapport aux émeutes qu'on avait qualifiées en 2008, en février 2008, des émeutes de la faim. Mais le temps pour moi de souligner justement, comme je l'ai avancé à l'entame de cette émission, que les prix ont évolué, notamment de 80 à 80 et 81 francs CFA, et pour ce qui est des prix à la pompe, et de 500 francs pour le gaz. Et en contrepartie, le gouvernement a souligné justement que pour préserver le pouvoir d'achat des populations et atténuer l'impact de ces mesures sur l'économie nationale, il a décidé notamment du maintien du prix du litre du pétrole à 350 francs CFA, la réduction de 50% du montant de l'impôt libératoire, la taxe de stationnement et la taxe à l'essieu, la revalorisation des salaires des agents publics et le début imminent des concertations paritaires en vue de la revalorisation du SMIC. Monsieur Etienne, pourquoi n'avoir pas choisi, par exemple, de revaloriser d'abord les salaires avant d'envisager une augmentation des prix à la pompe? Ben, monsieur Thierry Niopé, c'est autant de choses qui m'amènent à conclure que c'est des paresseux qui sont dans ce gouvernement. Comment est-ce que c'est à l'emporte-pièce qui se lèvent et disent en même temps on va. Ils auraient dû faire ça de manière cohérente et présenter. Ils sont aux abois, vous comprenez. Ce n'est pas sérieux, ils n'ont pas de travers. C'est pour ça que je dis que le FMI n'impose à un pays rien. Le FMI fait des suggestions. Vous avez vos intellectuels, ils vérifient si ça va, ça ne va pas. Vous dites non, vous choisissez la voie la meilleure. Je vous rappelle à titre de comparaison, la Côte d'Ivoire a fait 10 années d'instabilité politique. Oui. La Côte d'Ivoire était au bord d'une guerre civile qui a été circonscrite à temps. Mais en Côte d'Ivoire, le carburant est vendu à 825 francs le litre. Et je vous rappelle que le transport d'Abidjan-Bouaké, 340 km, c'est 1750 francs. Vous comprenez? Un pays organisé où tout est régulé par l'État. Ici, le coût du carburant à la pompe est plus élevé, le coût du transport est, par contre, ça veut dire supporté par par l'État,
subventionnent. Comment pouvez-vous expliquer que les transporteurs ivoiriens achètent à la pompe au prix fort et prennent moins cher transportent au niveau du transport. moins cher? Ça veut dire que les économies réalisées par le gouvernement, parce qu'elles ne subventionnent pas, permettent une cagnotte où on prélève pour au prorata pratiquer une subvention ciblée. C'est ça que nous attendions. C'est ce que nous autres on a proposé depuis 2 ans. Personne n'en a parlé. J'ai encore remis ces documents pour le compte de notre syndicat, le syndicat autonome des taximens du Vouri, lors de notre rencontre à la CSPH le 14 février dernier. Mais aucune concertation, ça tombe. D'abord, celui qui prend la décision, ça n'a pas de sens. Le Premier ministre chef de gouvernement est là. Dans notre Constitution, qui ne donne aucun pouvoir au Premier ministre, mais simplement parce qu'on dit que le président de la République peut déléguer quelques pouvoirs à son Premier ministre, s'il le veut. Dans la même conclusion, quand vous déclinez, il est dit que le pouvoir exécutif est exercé concurremment par le président de la République et son Premier ministre. D'où vient-il que, pour une décision aussi grave, c'est monsieur le secrétaire général des services de la primature qui signe? Le Premier ministre est parti où? Mais c'est léger ça. Donc moi je dis, ce que ces gens-là cherchent, j'ai l'impression qu'il y a les forces du mal qui veulent précipiter notre pays dans des problèmes. En février 2008, au départ, c'est les syndicats de transport qui étaient devant. À l'arrivée, le peuple est descendu. Or, nous avions déjà levé le mot d'ordre de grève. Qu'est-ce qui a donc justifié les émeutes? Parce qu'il y a des gens dans leur chambre, que c'est ce que je reproche aux politiciens camerounais, de faire un débat franc, de dire devant le public, il y a des journaux, il y a des télévisions, voilà où on va arriver. Et non pas, pendant que nous allions à Yaoundé en 2008, il y a eu des réunions secrètes ici à Douala et partout ailleurs. Des camarades sont allés à Yaoundé avec nous, logés dans des hôtels, nourris, parce qu'ils y étaient allés avec mission d'aller contraindre le gouvernement de baisser le carburant à 350 francs le litre. Vous comprenez? Mais pendant le débat, ils étaient très transparents. Personne ne pouvait parler. Quand le ministre du Commerce s'est mis à expliquer le mécanisme, non, Excellence, vraiment, on ne savait pas que c'était devenu un problème entre eux et nous. Nous leur disions, vous êtes leader corporatiste, vous devez être suffisamment avisé pour ne pas dire quelque chose le matin d'un jour, l'après-midi, vous changez, le lendemain, vous ne reconnaissez pas dans ce que vous avez dit la veille. Donc, il faut que ce gouvernement travaille, applique la vérité des prix à la pompe. Ça provoque 650 milliards. Oui, recouvrent ces argents pour le réinvestir et voilà, ailleurs. c'est comme ça. Oui, on va le comprendre. Le reste, c'est perpétuer l'injustice. Parce que dans ce système, c'est l'argent des pauvres qui subventionne les riches. Quand un riche va à la pompe et consomme 24 000, il a 12 000 francs de subvention. Il avait 12 000. Je n'ai pas encore fait le calcul pour voir dans quelle proportion cette augmentation va changer quelque chose. Toujours est-il qu'on est dans un système où la subvention profite aux riches et non aux pauvres. Alors on sait également, M. Jean-Yves Bessela, que le gouvernement parle de la revalorisation des salaires des agents publics et le début immédiat des concertations paritaires. Je l'ai souligné tout à l'heure en vue de la revalorisation du SMIC. Est-ce que cette mesure aura un impact certain sur la préservation du pouvoir d'achat de population quand on sait par exemple que ce qui émarge au budget de l'État n'atteint pas 1 million? Ça devrait avoir ça. Ça a pour objectif aider ceux qui gagnent peu aujourd'hui à rester à peu près comme ils étaient hier quand l'essence était un peu moins chère. Mais le problème n'est pas comme ça. Je pense que le responsable du syndicat nous montre la voie. Il fustige que les gens qui prennent des décisions au sommet de l'État ne réfléchissent pas beaucoup, mais il nous montre en même temps aussi que les représentants du peuple non plus ne réfléchissent pas. Lorsque tu es au syndicat, tu dois bien maîtriser les calculs des prix et autres. Tu ne dois pas faire comme un homme politique qui dit que oh, c'est pas bon, oh, il est mauvais, il faut l'enlever. C'est ce type de débat-là qui prime. Le syndicat n'a pas à prendre des positions politiques. Le syndicat n'est pas là.
C'est vrai, dans certains pays, on dit qu'il y a des syndicats révolutionnaires. Le syndicat est là pour l'amélioration des conditions de vie jour par jour pour ses membres. Et le syndicat sait que cette amélioration ne vient pas du jour au lendemain. Oui, nous sommes d'accord sur le dans principe, ce cas, est-ce que dans ce cas, 1 million de Camerounais qui émargent au budget de l'État, quand on sait même que les salaires ne sont pas aussi élevés que ça, 1 million sur les plus de 20 millions de Camerounais, est-ce que l'impact sur, par exemple, le vécu quotidien sera suffisamment important? Je ne peux pas faire le contraire de ce que j'ai dit. Le gouvernement a annoncé les discussions avec les partenaires économiques, que ce soit dans la fonction publique que probablement dans le privé. Il faut donc maintenant que les représentants du monde du travail prennent leur calculette, se mettent à raisonner pour aller dans les réunions avec les autorités, démontrer qu'ils ont bien maîtrisé, voici ce qui doit être fait. Mais M. Etienne a souligné tout à l'heure justement qu'ils ont assisté à une réunion en 2008 et que malheureusement leur avis n'a pas compté une fois de plus. Non, en 2012. Voilà, en 2012. Qu'est-ce qui garantit que les concertations qu'on a précisées, qu'on a soulignées de paritaire auront une fois de plus Mon ami Edouard Chang sait que le monde syndical vit des négociations pas à pas, pied à pied et régulièrement. Ce n'est pas une seule fois qu'ils vont convaincre le gouvernement ou l'employeur que c'est bon. Mais il ne faut pas se dire que nous étions à la réunion hier, l'année passée, vous n'avez pas compris, on va brûler. Ça fait quand même 2 ans, ça fait 2 ans. Il faut maintenir le cap. Maintenant, vous dites des choses, je vous ai entendu dans une autre média, pour moi, ça semble pertinent. Il faut continuer. Il faut que d'autres syndicats, d'autres leaders d'opinion relaient ces arguments. Vous ne dites pas qu'il faut faire grève, vous êtes contre. Non. Mais en même temps, vous voulez à tout prix que les choses soient réalisées. C'est ça la démocratie. Mais une fois de plus, on a comme l'impression que le gouvernement a quelque peu mis la charrue avant le bœuf. Non, le gouvernement doit prendre des décisions. Pour gouverner, tu prends des décisions. Oui, mais... Maintenant, quand tu as pris des décisions, des fois, il y a certaines décisions qu'on appelle ballon d'essai. Tu vois, est-ce que ça passe, est-ce que ça ne passe pas? Ce gouvernement a déjà démontré plusieurs fois qu'il est à l'écoute du peuple. Mais les autres vont dire que, oh, il a reculé. C'est ça la démocratie. Ils ont pris une décision, il y a des gens qui réagissent. Est-ce qu'ils réagissent avec des arguments pertinents ou alors ils réagissent par principe quand le gouvernement décide, ils sont contre. Dans ce cas, on va s'enfermer là-dessus. Mais je dis que les syndicats doivent allier des arguments aujourd'hui pour démontrer que cette décision n'est pas bonne ici, n'est pas bonne. Il prend l'exemple de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a passé 10 ans. Il dit, a risqué dans la guerre, 10 ans. Quand ils sortent, le prix d'essence en Côte d'Ivoire de combien? Le prix d'essence au Gabon est de combien? Il faut maintenant, par exemple, prendre ces cas de comparaison. D'accord. Et pourquoi? Comparaison, M. Jean-Yves Bessela, ne veut pas toujours dire raison. Quand on sait également que dans ce pays, vous n'allez pas comparer le SMIC au Gabon, en Côte d'Ivoire, au SMIC camerounais. C'est le jour et la nuit, comme diraient certains. Vous faites une comparaison sans l'avouer. Il faut. Nous sommes dans des groupes économiques régionaux. La CEMAC doit avoir des bases économiques qui ressemblent, que ça ne soit pas du simple au double. Non, c'est illogique. C'est pas bon. Donc il faut absolument qu'il y ait la lutte des professionnels, argument contre argument. Le gouvernement n'attend que ça, j'espère. Monsieur Etienne. Bon, la comparaison que vous semblez faire entre ce qui se passe dans la sous-région, moi je dis, c'est pas tout à fait correct. Parce que si c'est vrai que le SMIC chez nous est de moins de 30 000, mais le bidon d'huile de 5 litres coûte un peu moins de 5 000. Le même bidon d'huile ailleurs coûte ou bien 18 000 ou 25 000. Ouais, donc, ce n'est pas sur ce plan que moi je voudrais m'attarder. Comprenez? Je dis simplement, voilà un pays sorti de troubles politiques avec guerre civile qui a été circonscrite. Le litre de carburant coûte 825.
Aujourd'hui, le transport, ils devraient mettre ça même à 500 francs et subventionner tout le reste parce que le peuple est appauvri par 10 années de disette. Mais c'est 825 francs. Et le transport entre deux localités dont la distance est un tiers supérieure à la distance d'Olé-Yaoundé, le coût c'est 1750 francs. Oui, à ce niveau, on a compris, mais on sait, oui. Non, vous n'avez pas compris, mais maintenant, pourquoi est-ce que notre gouvernement ne travaille pas? Maintenant, on veut dire le FMI a dit, le FMI n'a rien dit. Si le FMI a dit, l'augmentation là est très faible. Il faut rétablir ces gens, voilà leur souci. C'est continuer à avoir une caisse à gérer qu'on appelle la subvention. Et c'est dedans qu'ils font tout leur trafic possible. Moi, j'attends je dis sur ce plateau, la dernière fois que j'y suis passé, que le pays est bloqué, rien ne marche plus. Mon jeune contradicteur m'a dit non, ça marche, les Dangote sont là, mais les Dangote sont là en train de mettre sur plan une structure industrielle. Mais allez dans les marchés, voyez les affaires. Tout le monde attend un nouveau gouvernement. Il est établi aujourd'hui que ces gens ne travaillent plus parce qu'ils ne savent plus s'ils vont être maintenus. Vous comprenez? Il faut que le président de la République nomme un nouveau gouvernement et s'appuie sur les propositions qu'on a faites. Je dis 825 francs le litre de super à la pompe, l'État a 650 milliards d'économies, on prélève dedans moins de 300 milliards, on subventionne ceux à qui la subvention est destinée, et il reste plus de 300 milliards pour s'occuper des autres secteurs. Vous avez des directeurs d'école qui ont été relevés de leurs fonctions parce qu'ils ont déclaré publiquement que dans leur école, les enfants prenaient les cours à même le sol. Et il n'y aurait pas cela. Mais justement, maintenant, le gouvernement, à travers la mesure du 1er juillet, veut arrêter ces subventions. Pas totalement, hein, parce qu'il faut dire que malgré justement ce qui a été fait, le gouvernement continue à subventionner, veut arrêter pour injecter... Il a arrêté quoi? Il n'a rien arrêté. Même dans cette condition, l'injustice persiste. Pourquoi est-ce que c'est les pauvres qui doivent payer pour les riches, alors que c'est l'inverse? Mais justement, ils disent que cet argent sera réinjecté dans... Non, il y aura toujours sociaux, mais attendez. Pourquoi on fait payer le carburant au même prix aux riches et aux pauvres? Et dans cette stabilisation de prix, à ce niveau, l'État continue à mettre de l'argent. Oui. Et plus de la moitié de cet argent va aux riches. Est-ce que vous comprenez le mécanisme? C'est pour cela qu'il faut rétablir la vérité des prix. Comme ça, l'État a 650 milliards. Et dans cela, il dépend de 300 milliards pour subventionner. Quand on dit, par exemple, vous l'avez dit, demandez à mon ami le maire ici, qu'on a annoncé des mesures d'accompagnement. Lesquelles? Prenons le cas de relèvement de salaire des fonctionnaires. Les fonctionnaires sont-ils les plus grands consommateurs de carburant? Et quand ils en consomment, ils consomment pour rien. Ils ont les bons d'essence. Nous, on a vu le train de vie de l'État du Cameroun sur le plan de la consommation du carburant, c'est scandaleux. C'est scandaleux. On parlait de 700 millions par jour, près de 600 millions de carburant par jour. On donne des bons de carburant aux gens comme si ils avaient des avions. Non. On dit que mesure d'accompagnement pour le secteur de transport, on va diminuer l'impôt libératoire et le stationnement de moitié, la taxe à l'essieu également. Je rappelle à vos téléspectateurs que c'est une tromperie grotesque. Comment? Mais je vais vous le dire tout de suite. L'impôt libératoire, pour un an, c'est 50 000. Le stationnement, pour un an, c'est 40 000. Les deux réunis, c'est 90 000. Si on diminue de moitié, ça fait 45 000. D'accord? Je continue. L'exploitation d'un taxi va connaître un renchérissement journalier de près de 4 000 francs. Parce que si avant, au moment où il y avait beaucoup d'activités, quelqu'un pouvait conduire seul, au terme de la soirée, il consomme 25 litres, 27 litres. Maintenant, le travail est difficile. On est obligé de diviser par deux. Il y a un qui prend le matin, s'arrête à 14h, 14h, 23h. Vous voyez? Il consomme près de 50 litres, voire plus. Il y a des véhicules qui consomment un peu trop.
On prend la moyenne de 50 litres. L'augmentation de 80 francs par 100 litres, c'est 8 000. Par 2, ça fait 4 000. 4 000 par 30 jours, ça fait 120 000. Vous voyez? Si on considère que la voiture ne travaille pas tous les jours, on ramène ça même à 90 000 de surcoût d'exploitation, des frais d'exploitation. Sur un an, 10 mois, ça fait 900 000. Les 2 autres mois, 180 000, ça fait 1 million et combien? Prenons à 1 million. Alors, quelqu'un connaît des dépenses accrues d'1 million de francs et vous lui proposez 45 000 francs d'accompagnement. Ce n'est pas de la provocation, ça. Je dis que ces gens-là, il paraît qu'ils disent des choses pour réfléchir ensuite. C'est pour ça que moi je dis ce que certains camarades font tous les jours, c'est tous les gars de Yaoundé, hein, c'est eux. Tous sont des syndicalistes, mais d'un autre genre. Parce que j'ai assisté à plusieurs réunions où j'ai été obligé de sortir et laisser se télescoper avec ceux qui nous ont invités. Voilà des gens qui vont à une réunion avec pour mot d'ordre grève illimitée. Vous pouvez organiser une grève illimitée dans le secteur du transport quand on sait que tous les propriétaires là sont des artisans qui ont pris de l'argent dans les réseaux informels avec des conditions de remboursement extrêmement difficiles. Vous pouvez leur dire de faire la grève de 2 jours, vous allez les nourrir. Les pays où vous entendez qu'il y a la grève, c'est des pays où le taux de syndicalisation est assez élevé. Et puis les gens ont des stocks. Quand ils disent qu'ils vont faire la grève, ils ont un minimum pour tourner la soupe et mettre la pression sur le camp d'en face, vous comprenez. Et s'agissant même de l'action syndicale, elle n'est plus aussi forte qu'avant. Même si en Afrique du Sud, un petit syndicat damait le pion au Kosato et tout le reste, parce qu'eux, on les avait déjà achetés. Ils ont dit oui là où il ne fallait pas. Finalement, le petit syndicat a eu gain de cause. Vous comprenez? En France aujourd'hui, pour regarder même les mouvements sociaux, non, c'est le dialogue. Le dialogue, on met des arguments contre arguments, comme celui que je viens de présenter. Je veux voir un économiste sorti de Harvard. J'étais à un débat tout à l'heure sur une autre télévision. Qu'est-ce que les gens disent? Oh, il y a trop de taxes. Pourquoi il y a trop de TVA? Mais chaque activité spécifique doit payer la TVA. C'est une orthodoxie fiscale mondialement reconnue. On dit non, l'État ne doit pas prendre sa part. Mais sur quoi l'État a fabriqué son projet de budget? C'est tout cela. On est en pleine année budgétaire. Les gens disent il faut supprimer telle taxe, il faut supprimer. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je dis il faut ramener les prix et prendre l'argent. Que le gouvernement qui arrive, on balaie tous ces gens-là. À part une demi-douzaine de personnes à maintenir, encore qu'il faut resserrer ce gouvernement. Le ministère de l'économie, des finances, le ministère des finances, le ministère de l'économie, du plan aménagement et territoire, le ministère de petits marchés, tout ça. Ça doit faire un seul ministère. Ils augmentent le train de vie de l'État pour rien. Voilà. Et vous avez également parlé de bons de carburant tout à l'heure. C'est également autant de choses qui se greffent justement au budget de l'État. Monsieur Jean-Yves Bissela, vous qui avez été justement maire, notamment du côté de Douala 5e, on sait également qu'on parle de la suppression de certaines recettes telles que l'impôt libératoire. Quand même, en pleine année budgétaire où le budget de la mairie a notamment été arrêté, est-ce que la mesure n'est pas suicidaire pour les communes? Non, je pense que pour les mairies, comme il a dit, généralement, l'État règle ces choses par qu'on appelle ça, il débloque une somme qu'on appelle ses contributions, je ne sais pas quoi, pour essayer d'amortir cela. Mais je pense que ce n'est pas ça le problème. Je suis d'accord avec lui un peu dans le fond, c'est-à-dire que les spécialistes, les syndicats, ça peut même être des partis politiques, les intellectuels, doivent maintenant démontrer que la hausse ou la restructuration des prix du carburant au Cameroun va rapporter tant à l'État. Avec cet argent, voici ce que l'État peut faire avec. Je pense que le schéma qu'il démontre que ce ne sera pas une bonne répartition. Parce que dans le fond, discuter, augmenter le SMIC, augmenter le salaire, oui. Diminuer les taxes des taxis, des commerçants, oui. Mais si, néanmoins,
les augmentations, la restructuration des prix fait que les mêmes gens pour lesquels on veut augmenter les salaires, on veut diminuer les taxes, ils se retrouvent, comme ils le démontrent, encore perdants. Ça ne vaut pas la peine. Il faut réfléchir dans la mesure. Je dis que c'est un argument que j'ai entendu il y a 1 an ou 2. C'est un grand professeur, membre du RDPC, qui démontrait que la subvention du carburant profite au gros. Il a démontré, quelqu'un qui a un bain sikine, au prix passé subventionné, il bénéficie peut-être de 1000 francs. Mais quelqu'un qui a, je ne sais pas, un gros porteur qui va au Tchad, mais lui, il peut, en une seule fois, il peut prendre le bénéfice de cette subvention 100 fois plus que ce que le baskineur prend en 1 mois. Donc, il ne faut pas lutter absolument pour garder la subvention, puisque ça va au gros. Il faut supprimer la subvention, dire, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec pour que le grand nombre de la population en profite. Et voilà. C'est la piste. C'est ça. Et le grand nombre sera obligé de comprendre que non, je paye encore peut-être 100 francs, 200 francs en plus, mais voici ce que l'ensemble du monde gagne. C'est ça la démocratie, c'est ça la discussion. Certaines langues justement laissent entendre que cet argent pourrait ne pas être utilisé justement pour des projets structurants avec le fort taux de corruption et de on détournement. appelle ça procès d'intention. On appelle ça procès d'intention. Il faut qu'il y ait ce débat qui clarifie. Maintenant, je pense, moi, tout le monde sait que je suis pour le régime. Je ne veux pas qu'on dérange le régime, mais je vis dans la population, je vis au quartier, j'ai un petit véhicule, mais il y a des gens qui ont des 4x4 qui prennent 120 ou 180 litres. Donc c'est eux qui profitent trop de la subvention. Donc ils vont arrêter la subvention, je pense c'est un argument qu'il ne faut pas rejeter, qu'il faut explorer. Donc on est convaincu que cet argent pourrait être injecté dans les projets structurants? Oui. Après qu'une partie aura été injectée dans la subvention des secteurs sociaux consommateurs de carburant. Le reste, on met dans les projets d'investissement, on renforce le paquet minimum dans les écoles et tout le reste. Dans les dispensaires. C'est simple. Mais eux, ils ne pensent construire pas des comme ponts ça. Et des routes autour des grandes villes. Ils ne pensent pas comme ça. C'est bon. Oui, mais voilà, il y a également d'autres opinions, hein, Monsieur Etienne, je reste avec vous, qui pensent que, par exemple, le carburant à la pompe, sorti de la Sonara, justement, greffe beaucoup de taxes et d'impôts. On parle notamment de la TVA, de la taxation spéciale sur les produits pétroliers. Et on dit, par exemple, justement, qu'un litre de super subit plus de 120 francs. 120 francs par litre et un litre de gasoil, 65 francs, qui suffirait peut-être de supprimer toutes ces taxes pour voir le coût du litre du carburant une fois de plus. J'ai déjà répondu à cette préoccupation, peut-être vous n'avez pas bien suivi. Je dis, c'est irresponsable de dire il faut supprimer. Que l'État ne doit plus prendre l'État doit supprimer. C'est il y a une loi de finances qui commence par un projet de loi. Les députés planchent dessus. Aujourd'hui, le Sénat a son droit de regard. Et là, c'est un député qui parle. Ah, ben c'est. Mais il y a des députés irresponsables. Il raconte des histoires qu'il ne connaît pas. Monsieur Honorable Nitieux. Peut-être il attendra l'année où lui il arrivera au pouvoir. Je verrai comment il va gérer sans les taxes. C'est un projet de loi de finances qui connaît beaucoup de discussions. Et quand on l'a arrêté, ça s'applique à tout le monde. Je ne sais pas comment une loi votée à la représentation nationale, à mi-parcours, quelqu'un dit qu'il faut enlever les taxes. C'est une pratique sous tous les cieux. Chaque pays a son mode de taxation. Vous vous rappelez, bon, tu étais encore très jeune, tu as peut-être 2 ans, le maire ici le sait bien, il y avait la taxe forfaitaire qu'on faisait payer aux gens, même dans le village. Quoi que tu fasses, tu vas payer. Tu ne payes pas. Quand le sous-préfet arrive pour la répression de ceux qui ne s'y sont pas conformés, comprenez, tout ça a été supprimé. Il est clair que chaque activité spécifique doit payer les taxes. Quand les gens disent l'État peut ne pas prélever, mais à ce moment, le budget qui a été arrêté, l'État ira prendre l'argent là-haut. Vous comprenez? On a dans ce pays des choses qui fonctionnent à contre-courant. Les contrôles mixtes sont repris il y a quelques jours. Est-ce que vous savez qu'on trouve une voiture
dont la vignette automobile doit être de 100 000 francs. Il achète une vignette de 15 000 et il accroche sur le pare-brise. Vous comprenez ça? Celui-là, il est pauvre. Mais non, il y a des choses qui ne vont pas dans ce pays. Thierry, il faut que le nouveau gouvernement soit resserré de nouvelles personnes, des gens qui voudraient relever le pays. Parce que Kwame Nkrumah avait dit, personne ne peut foirer un pays. Il suffit que les dignes fils prennent le commande, appliquent une politique conséquente et la richesse est régénérée à cette occasion-là. Donc on espère, avec toutes ces informations, que la mesure insurrectionnelle brandie par les syndicats de transport dès demain, lundi, pourra peut-être... Mais qu'est-ce que vous dites? Les syndicats ont suspendu le mot d'ordre de grève. Vous n'êtes pas au courant? Ils ont suspendu le mot d'ordre de grève. Moi, j'ai dit à BBC qui est venu m'interroger mercredi que ça ne pouvait pas prospérer. Vous ne pouvez pas aller devant un gouvernement et dire vous refusez. Vous proposez quoi? Rien. Nous refusons. C'est pas ça. Peut-être les syndicats des transports. Hein. Il y a également des syndicats des consommateurs qui sont clairs là-dessus, qu'il faudrait justement sortir en masse dans la rue. J'espère qu'ils auront... les populations du Cameroun ne sont pas si naïves qu'on leur propose la guerre. Parce que ce qui s'est passé en 2008, on n'est pas prêt. Et même si... je ne peux pas penser un instant que le chef de l'État maintienne cette décision de ce gouvernement qui a travaillé dans le sens de protéger leurs privilèges. Vous comprenez? Un ministre d'État, Bello Bouba Maïgari, au transport, il a pris une décision bizarre d'interdiction des voyages de nuit. Nous l'avions rencontré, il nous a repoussé. On a écrit au président de la République, 3 jours après, il a ordonné d'annuler. Un autre avant lui, Baden Dangandinga, qui était ministre, non, il était secrétaire de Dakolé, ministre des Transports. Un matin, il se lève, il cherche un trou de souris où il va spolier les automobilistes. Il décide d'un système de sécurisation des documents et titres de transport terrestre et maritime. Mais les coûts étaient prohibitifs, Monsieur Thierry. Vous faites votre 4 grises de 7 chevaux, vous payez 21 000. Et maintenant, pour sécuriser, on vous demande 15 550 francs. Quelque chose qu'on peut faire pour 100 francs. Hein? Et ils avaient gagné leur marché jusqu'à prévoir de donner des primes aux fonctionnaires de 75 000 par mois. Vous comprenez? Nous, on avait écrit pour attaquer. Le lendemain, le chef de l'État a ordonné d'annuler cette mesure, mais que les surcoûts liés à la sécurisation soient supportés par le budget de l'État. Ça coûte à l'État du Cameroun actuellement entre 2 milliards et 3 milliards et demi l'an. Vous comprenez? Oui, dans le cadre de cette décision, on espère que le chef de l'État peut-être trouvera une autre solution. Vous pensez que le chef de l'État peut laisser que ce pays s'embrase à cause des mafieux là qui veulent tout le temps gagner l'argent? Monsieur Jean-Yves Sibessala, pour sortir justement de cette partie? Non, je pense que le gouvernement doit prendre des décisions. Quand on est au gouvernement, on doit gouverner. Mais quand on prend des décisions, il faut écouter les conséquences, les réactions. Est-ce que ce que un des responsables des syndicats nous explique est plausible et pertinent? Il faut peut-être que d'autres mouvements syndicaux aillent dans ce sens. Mais s'il y a d'autres, au lieu de faire l'économie pour défendre les intérêts de leurs adhérents, ils vont faire la politique pour peut-être adhérer dans un courant politique. Ça aussi, nous sommes dans la liberté. C'est là où moi, je peux dire que le syndicat n'est pas révolutionnaire et ça réussit. Quand on est dans le syndicat, on lutte pied à pied pour que même les miettes d'avantage profitent à ses membres. Voilà, on espère, hein, on a suivi, même les syndicats des consommateurs qui avaient préconisé des marches justement pour amener le gouvernement à casser cette mesure. Ne descendront justement pas dans la rue. On sait que Major Kamgem justement avait initié et puis le RAS également a demandé aux consommateurs justement de refuser avec la dernière énergie cette mesure. On espère simplement que des solutions palliatives seront trouvées et que tout le monde tirera son épingle du jeu dans ce qui pourrait se faire justement pour booster davantage les projets structurants qui pourraient
permettre au Cameroun d'être émergent à l'horizon 2035. Avec votre permission, messieurs, et avec la permission de la réalisation, nous allons parler à présent de la lutte contre la corruption au regard de la guéguerre que pose désormais la Commission anticorruption au contrôle supérieur de l'État, en autorisant en effet des agents du contrôle supérieur de l'État de mener des enquêtes à la CONAC et peut-être bientôt à la NIF et dans plusieurs autres institutions en charge de la lutte contre la corruption. Est-ce que le président Biya a fait le lit d'un affrontement ouvert entre ces structures? En tout cas, on est tenté de le croire parce qu'il y a à peine cette mesure prise que le président de la CONAC, le révérend pasteur Massingan, est monté au créneau pour dénoncer justement dans cet état de choses. Une fois de plus, c'est une actualité qui suscite beaucoup de curiosité au Cameroun. Tout à fait. Plus on entre dans la démocratie, plus il y aura ce que vous appelez des affrontements entre des institutions d'État. Imaginez-vous, pensez, moi je me souviens, il y avait un film qui montrait en France la lutte entre les services de sécurité. Même aux États-Unis, il y a eu ça. Service secret. Ouais. Maintenant, au Cameroun, en ce qui concerne la lutte contre la corruption, il faut se souvenir que le contrôle supérieur de l'État avait été mis en place au temps d'Aïdjouya, belle lurette. Donc, ils sont là depuis longtemps, les inspecteurs d'État et autres sont là depuis longtemps. Maintenant, la CONAC, je crois c'est depuis 2007-2005 qui sont là, ainsi que la NIF. C'est des instruments créés pour lutter contre la corruption grandissante. Mais ces instruments-là sont des instruments d'État, ne peuvent pas s'auto-gérer à l'autonomie sans contrôle, sans le regard de l'État. Le contrôle supérieur d'État, c'est l'auditeur des comptes de l'État dans tous les secteurs. Donc, le contrôle supérieur d'État, on ne l'a pas créé hier pour lutter contre spécifiquement le type de délinquance qu'on connaît en ce qui concerne la corruption aujourd'hui. Mais on a créé la CONAC et la NIF pour ça. Alors, qui est maintenant des bisbilles, ils ne s'entendent pas. Moi, je trouve ça normal. C'est la confrontation des arguments des responsables de ces institutions qui va nous permettre de mieux comprendre. Il ne faut pas se scandaliser. C'est tout à fait... Moi, je trouve ça normal. Monsieur Etienne, êtes-vous de cet avis? Oui, je pense que la CONAC n'est pas une structure indépendante de l'État. On dit bien contrôle supérieur de l'État. Il contrôle les ministères. Il contrôle les sociétés d'État. Il contrôle les sociétés d'État. La CONAC est une émanation d'un décret présidentiel. C'est normal qu'on aille faire le contrôle. Maintenant, s'ils estiment qu'ils sont au-dessus, on ne peut pas les contrôler, ça ne va pas. Même le Consupé est contrôlé aussi par une autre structure. Tout à fait. Le Consupé est contrôlé aussi. Donc, si ce révérend pasteur a des casseroles qu'il ne voudrait pas faire connaître... Donc, selon vous, il a des choses à se reprocher. Certainement. Sinon, je ne comprendrais pas son agitation. Mais il n'a qu'à démissionner. Alors, en guise de rappel, soulignons justement que les dispositions, notamment l'article 2 du décret du 4 septembre 2013 portant organisation des services du contrôle supérieur de l'État relative aux missions du Consupé, consiste notamment à la vérification au niveau le plus élevé des services publics, des établissements publics, des collectivités territoriales décentralisées et leurs établissements. Ah oui. Des entreprises publiques et parapubliques, des liquidations administratives et judiciaires, ainsi que des organisations, établissements et associations confessionnelles ou laïques. Mais y compris les ambassades. Des concours financiers, aval ou garantis de l'État ou des autres personnes morales publiques sur les plans administratifs, financiers et stratégiques. Donc voilà pour ce qui est des missions du contrôle supérieur de l'État, qui est une institution justement supérieure de contrôle des finances publiques du Cameroun, notamment son article 2, alinéa 1. Donc, ce qui... Même les syndicats, si les syndicats bénéficient des fonds publics,
on viendra le peut venir consulter. Oui, bien contrôler. sûr. Qu'avez-vous fait de cet argent? Voilà. Donc, la guéguerre, en principe, n'a pas lieu d'être. Ça veut dire que au niveau de la CONAC, il y aurait peut-être des choses à se... Non, moi, je ne dis pas ça. Je dis que la CONAC, c'est une jeune institution. Peut-être elle ne connaît pas exactement ses limites. C'est en soulevant ce type de problème que ce que nous disons, peut-être le Conseil lui a déjà dit, qu'ils vont comprendre, ah bon, donc nous sommes quand même un démembrement de l'État et il y a un organe suprême de l'État qui contrôle les fonds de l'État. C'est tout. Il vaut mieux poser des problèmes. Vous ne devez pas vous scandaliser parce qu'ils ont posé ce problème. Se donner un spectacle dans Mais les médias. Ils ont la réponse. Je crois que c'est comme ça. Alors, qui a intérêt justement à fragiliser cette campagne, l'opération Épervier la CONAC justement pense qu'elle est dans son rôle, notamment travailler davantage. Et on le sait, la CONAC dispose d'un fonds qui lui permet d'effectuer les missions. Un fonds est géré de manière pratiquement discrétionnaire par le président. Donc, ce qui pourrait peut-être attiser beaucoup de convoitises au point de voir le président de la CONAC épinglé. J'ai entendu dire que le Consupé fait des contrôles. Le Consupé ne peut venir pour entraver le fonctionnement. Ils vont voir si les dotations prévues et soumises à contrôle sont utilisées à bon escient. S'il y a des volets comme la présidence de la République, il y a un budget à la présidence de la République mis à disposition du président de la République dont il se sert sans aucune comptabilité. Ce qu'on appelle aussi la caisse noire. Tu ne peux pas aller contrôler ça. Quand des fois il y a des troubles quelque part, il prélève dans ses fonds spéciaux, là il envoie. Il ne peut pas manger cet argent. C'est là pour régler certains problèmes. Je me rappelle, il y a quelques années, on avait augmenté le carburant de 25 francs. Il y a eu une grève terrible. On allait à Yaoundé, discussion du matin jusqu'à 14 h, c'était bloqué. Comment il s'appelle le ministre là il était directeur général de l'ONCPB à l'époque ici. Milingui, qui était ministre délégué chargé du budget. C'est lui qui pilotait cette rencontre. Et à un moment, il y avait blocage. Nous disions, les partenaires sur ce secteur de transport, vous ne pouvez pas prendre une décision sans nous informer, sans concertation. Pif, on refuse. Vous allez d'abord annuler ça, donner le temps de sensibiliser les gens. Ils ont appelé le président de la République autour de 14 h moins. Il était encore dans son bureau. Et quand on a fini la concertation, il fallait lui rendre compte. Il n'était plus au bureau. Il est revenu vers 19 h moins. Nous tous, nous suivions comment le téléphone en main libre, il donnait des instructions. Mais non, il faut toujours sensibiliser, il faut expliquer. C'est pas comme ça, c'est eux qui ont raison. Bon, calculez-moi l'incidence. Ils sont tombés sur les calculs, 5 milliards. 1 heure de temps après, ils sont allés dire au président de la République l'incidence de la suspension de cette mesure est de 5 milliards. Il a dit, bon, arrêtez ça, donnez le temps de la sensibilisation, le budget de la présidence de la République couvre les 5 milliards. Applaudissements à tout rompre de tout le monde. Vous comprenez? Oui, c'est comme ça. Alors, non, je voudrais juste ajouter quelque chose qui est archi connu. Le rôle du contrôle supérieur d'État comme auditeur des comptes n'est pas forcément d'arrêter des gens de mettre en prison. Le contrôle supérieur de l'État... Surtout qu'il n'a pas cette mission. Voilà. Donc, il doit venir voir pour vous dire que vous faites comme ça, vous faites comme ça. Ce n'est pas bien. Faites désormais comme ça. Donc, ça, d'abord, je pense que la CONAC doit l'accepter. Et puis, il a dit ce qui est vrai. S'il y a des fonds internes que la CONAC doit utiliser, comme fonds secrets, mais même le consul, c'est ça, il ne peut pas aller mettre le nez dedans. Alors, mais est-ce que la lutte contre les détournements de deniers publics est une réalité au Cameroun? Si j'en juge
par le nombre de procès, le nombre de condamnations qui se fait, des arrestations, je trouve que cette lutte est une réalité. Mais est-ce que c'est suffisant? Ça, c'est une autre question. La lutte contre la corruption existe vraiment. Nous connaissons des gens qui sont encore en prison, d'autres sont sortis. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. N'est-ce pas des règlements de compte? Oh, je ne pense pas. Moi, jusqu'à un passé récent, on nous faisait croire que, après que le ministre d'État en charge de la justice garde Sceaux a dit que au niveau du tribunal criminel spécial, il y a à peu près 2 milliards. 2 milliards et demi. Les gens ont dit c'est tout. Ben, moi, j'avais une information qui n'était pas encore très connue, indiquant que la NIF avait récupéré près de 800 milliards. Ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà cela de récupérer. Et c'est des organes nouveaux qui n'ont pas encore, pas question de communication, n'ont pas encore beaucoup de métiers, mais plus qu'ils avancent, ils voient comment. Mais je dis également, il faut décentraliser ces choses. Il y a des immeubles ici en ville dont on nous dit c'est les propriétaires de certains ministres qui sont en prison. Ils ont construit ces immeubles au nom de leurs petites copines. Mais c'est facile d'aller demander aux gens. Moi, j'ai été à un séminaire de la CONAC une fois. Ils nous ont dit leur mode opératoire. Ils débarquent à 1h du matin, ils sonnent, vous paniquez. La CONAC. Non, ne paniquez pas. Vous travaillez où? Apportez-nous tous les documents ferant vos salaires ou revenus, tout cela. Les gens fuient les duplex là. Le lendemain, ils ont fui, laissé tout. Bon, on ne comprend pas. Il faut qu'on accélère ça. Ça rassure le peuple, les populations. Quand les populations ont le sentiment qu'on ralentit les procédures pour favoriser tel ou tel, ça ne va pas. Donc il faut accélérer. Il y a des immeubles ici en ville. Messieurs, on dit au chef de canton, par exemple, le sous-préfet, dans votre canton, dites au chef de canton, au chef de quartier, village, des fiches. Donnez-nous l'origine des fonds qui vous ont permis de construire une maison. Si tu ne peux pas, ça veut dire que c'est du blanchiment d'argent. Ça tombe dans l'escasset du trésor public. C'est le trésor public qui prend cet argent et se met à nous boutonner. Oui, mais pourquoi ce travail n'est pas fait de manière efficiente? Est-ce une manière d'encourager justement... On vous a dit que le chef de l'État est pris en otage. Vous avez l'habitude de dire, M. Jean Sibé, c'est là que le capitalisme, justement, autorise qu'on fasse ce genre d'investissement. Moi, j'ai des anecdotes dans le sens contraire. Lorsque le président de la République monte au pouvoir, les inquiétudes fusent de partout, à travers le monde. Les rumeurs courent même que c'est un ancien militant de l'UPC. Vous comprenez? À l'époque, il y avait encore les deux blocs. Le bloc occidental capitaliste commence à s'interroger. Est-ce que ce jeune homme-là, parce qu'il était un jeune homme, va bien piloter? Est-ce que notre proie va la donner à notre adversaire? Donc, généralement, quand on est au pouvoir, je pense, si on a choisi un système politique qui appartient à un camp dans le monde, il y a des comportements. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans un pays libéral, démocratique, donc capitaliste, et vous commencez à chercher, comme on dit, l'époux dans les gosses des gens à cause de... Non. Je dis, ça demande quand même une prudence. Nous ne sommes pas dans un système fasciste ou communiste où dès que tu portes une belle cravate, on doit te demander où est-ce que tu as acheté. Non, excuse mon ami, qu'on se sépare. Je crois que l'enrichissement n'est pas interdit au Cameroun. Mais c'est l'enrichissement sans cause. Pour ne pas créer des malentendus, la vérification se fait toujours, mais elle ne doit pas se faire spectaculairement. Tout de suite, vous allez effrayer les fonds d'investissement qui frôlent nos têtes, qui passent au lieu de venir ici. Il ne faut pas aller vers là. Non, le maire a ici. Mais ce n'est pas possible. C'est certain ce que je dis. À vous entendre, le blanchiment d'argent, c'est une bonne chose? C'est ce que vous voulez dire? Vous parlez de blanchissement. Oui. Moi, j'ai dit
chercher l'époux dans la tête des gens parce qu'ils portent une belle cravate. Non, c'est pas ça. Non. Le blanchissement, c'est un délit. C'est interdit dans le monde. Oui. Vous ne pouvez pas me dire que je suis d'accord avec ça. Très bien. Mais est-ce que c'est parce que quelqu'un a construit un immeuble c'est pas ce qu'on a dit. mener des enquêtes sur lui? C'est pas ce qu'on a dit. Quelqu'un qui a son... mon ami ici, on se connaît, n'est-ce pas? On mange souvent le pain haricot ensemble. Bien sûr. Bon, tu as 1 million de salaire le mois, tu le mérites, tu es un brillant journaliste. Et puis, du jour au lendemain, tu te retrouves avec 5 milliards. Tu as pris où? C'est de ça qu'il est question. Si vous voulez me dire que quelqu'un peut s'enrichir sans cause, pour reprendre votre propre expression, et que ça n'attire l'attention de personne, c'est pas normal. Ce n'est pas ce que je dis. J'ai dit la Moi, procédure. J'ai donné un cas précis. Attendez, j'ai donné un cas précis. À Bali, derrière Kayoeli, il y a 2 tours jumelles là-bas. J'ai bien été précis. On a mis ça au nom d'une petite copine de quelqu'un qui est quelque part, en détention bien sûr. Cette femme n'a jamais fait aucune affaire qui lui permette de construire un tel immeuble. Elle se retrouve avec cet immeuble sans crédit bancaire, rien. Tout le monde sait que c'est cette personnalité en souffrance dans une maison d'arrêt qui a ce bâtiment. Mais on vient lui demander, madame, le bâtiment là, il est beau, il est le vôtre. Comment pouvez-vous justifier cela? Et tout de suite, elle va passer aux aveux. Mais c'est de ça qu'il est question. D'accord. Non, je veux rebondir. Oui. Je me souviens quand le président Ahidjo était au pouvoir. Si on monte un immeuble, les services secrets de lui vont... T'entends? Tu vas voir là où c'est très dangereux. Vont lui dire qu'il y a un immeuble là-bas, c'est elle qui fait. Tout de suite, il y a la réaction de l'État. Durant tout le régime d'Ahidjo, est-ce que vous avez vu que l'économie était libérée, ça prospérait? J'ai dit, dès que vous commencez à poser ce type de mesures, vous chassez les investisseurs. Il faut aller... Non, je vous dis, il faut aller doucement. Il y a des mécanismes pour arrêter les fonds suspects. Il y a quelqu'un qui disait l'autre jour, je ne vais pas citer son nom, qu'au niveau mondial, on parlait des fonds qui étaient détournés au Trésor public à Douala, que la police internationale a signalé au gouvernement qu'il y a un mouvement de fonds suspects au Trésor à Douala. Donc, je vous assure, ne faisons pas la campagne à base de ça. Le monde, à partir des États-Unis, le chef de file capitaliste, ils ont mis déjà des mesures pour contrer cela. Maintenant, moi, je ne pense pas que nous devons venir à la télé dire qu'on va aller chasser qui a monté l'immeuble comme il a fait. Non, le Cameroun n'est pas un pays policier à ce niveau. Oui, nous sommes libres à ce niveau. L'investissement privé est également encouragé. Bon, mais ce n'est pas également l'occasion pour les uns et les autres de détourner les deniers publics. On condamne le détournement des deniers publics. Pour l'investir dans l'immobilier. On sait que beaucoup d'immeubles qui se construisent, que ce soit dans la capitale économique ou politique du côté de Yaoundé, sont l'œuvre de plusieurs personnes qui auraient détourné de l'argent. Je vous laisse ça sous la responsabilité. À ces institutions, la NIV, la CONAC, le CONSUPE, justement, de mener des enquêtes pour permettre aux Camerounais d'avoir justement toute cette manne susceptible de les encourager, justement, la Cour des comptes. C'est un organe de contrôle aussi, la Cour des comptes. Et dans ce cas, on ajoute également à la Chambre des comptes, la Délégation générale à la Sécurité nationale. Non, tout ça, il y a tout cela qui concourt justement à encadrer toutes ces mesures. On espère simplement que tout cet argent va participer une fois de plus à l'édification de notre Cameroun émergent à l'horizon 2035, le vœu pieux du chef de l'État. En une dizaine de minutes, on va rapidement parler de la débâcle des Lions indomptables. Et on sait que pour la 7e participation à la phase finale de la Coupe du Monde de football, après l'Espagne en 1982, l'Italie en 1990, les États-Unis en 1994, la France en 1998, la Corée, Japon en 2002 et l'Afrique du Sud en 2010.
Les Lions indomptables ont été éliminés dès le premier tour de la compétition. L'équipe nationale a été battue tour à tour par le Mexique, 0 but contre 1, le 13 juin. La Croatie, 0 but contre 4, 5 jours après le Brésil, 1 but contre 4, le 23 juin dans le cadre du groupe A. Le président de la République vient donc de mettre sur pied une commission d'enquête pour clarifier les causes de la débâcle des Lions indomptables à la 20e édition de la Coupe du monde de football qui se déroule actuellement au Brésil. Le rapport d'enquête qui devra s'ensuivre devra être accompagné des propositions en vue d'une restructuration profonde et urgente du football camerounais. Le Premier ministre qui pilote cette opération a 1 mois pour le faire. Monsieur Edouard Yetchan, à quoi servira une enquête ordonnée par le président de la République dans le cadre justement de la débâcle des Lions indomptables? Thierry, moi, j'aime pas commenter les décisions du président. Pourquoi? Parce que ça ne changera rien. Il a déjà pris une décision. Elle est exécutoire. Nous souhaitons maintenant que le Premier ministre fasse vie. C'était le 24. Hein? Oui. 24, nous sommes déjà au 6. 6, ouais. Le 6. Nous sommes suffisamment évolués. Nous sommes 10 jours, dans 18 jours. Ça sera terminé. Alors, maintenant, si on demandait mon avis avant, j'aurais dit que nous connaissons ces causes. Il faut suspendre notre équipe nationale. On parlera des propositions tout à l'heure. Donc pour moi, j'attends que le Premier ministre remette sa copie, mais comme c'est un paresseux, c'est un pas ce qu'il va faire. Il est dominé par tout son entourage. Ça n'engage que vous, monsieur Edouard Yetchan. Monsieur Jean-Yves Bessalon, c'est que de nombreuses langues ont laissé entendre qu'il s'agit d'une erreur stratégique, je le souligne encore, qui vise simplement à distraire les fonds publics et à distraire une fois de plus l'opinion publique. Quel est votre avis? Je crois qu'ils ont dit, ils ont le droit de dire ce qu'ils croient que ça concerne. Moi, sur ce pan-là, je ne fuirai pas ce débat comme mon ami. Je dirais que la cause que la commission prend chez ces micros, lorsque le Cameroun se retrouve à la Coupe du monde 2014, le dernier classement fait par la FIFA, l'organe qui fait ça, dit que le Cameroun est 63e pays mondial. Et en Afrique, le Cameroun était entre 8e et 9e. Or, ceux qui sont allés, les pays qui sont allés, ou bien les équipes qui sont allées, c'est 32 équipes mondiales. Quand tu es 63e, quand tu te retrouves parmi les 32, c'est qu'il y a eu la magie pour que tu sois là. Et la FIFA avait dit que l'Afrique doit avoir 5 équipes. Quand on regarde dans le classement, le Cameroun est 8e ou 9e, n'est pas parmi les 5 premiers. Donc les deux statistiques prouvent que le Cameroun, normalement, n'avait pas la place, logiquement, parmi les 32, donc 5 Africains. Mais là, vous parlez des causes. Vous m'avez demandé quelles sont les causes. Donc le niveau du football camerounais n'était pas au niveau du football mondial. Donc actuel. cette enquête va aboutir à ce résultat? Non, c'est ce que j'ai dit. Voilà ce qu'il faut dire. La preuve est que maintenant on se rend compte que les équipes qui sont restées, je crois qu'il y a 4 équipes qui sont restées pour faire les demi-finales. Il n'y a pas à redire. On voit leur évolution. On a vu d'ailleurs certains pays africains qui ont traversé le premier tour, quelle était leur allure sur le terrain. Et on a vu que l'allure... Donc c'est une mission d'enquête pour rien? Non, si. C'est pour dire, entre autres, ce que je dis, il y a d'autres choses que d'autres vont ajouter. Moi, j'ai dit que le niveau du football camerounais n'était pas bon. Au départ, tout le monde le savait. Mais comme le sport, on dit le ballon est rond, ils se sont infiltrés. D'ailleurs, tout le monde sait qu'il y a un match, ils ont gagné sur tapis vert, sinon ils n'allaient pas. Monsieur Etienne, vous avez souligné d'ailleurs tout à l'heure que c'est une enquête qui ne servait pratiquement à rien parce qu'on sait à quoi servent les enquêtes au Cameroun. Elles sont généralement mises dans la poubelle.
On peut citer notamment l'enquête ordonnée au sujet des sœurs assassinées de Diou, qui est restée sans suite, l'enquête sur les 9 de Bepanda, toujours sans suite, ou encore les résultats des investigations menées il y a plus d'une décennie sur l'assassinat de Monseigneur Angèle Vinvin, toujours sans suite, l'enquête sur la mort du journaliste Jules Koumkou, toujours sans suite. Bon, c'est autant de choses qui nous amènera à croire peut-être qu'à la fin de ce travail du Premier ministre, on arrivera toujours, peut-être, s'il réussit même à rendre sa copie, aux choses que tout le monde connaît. La raison d'État fait que certaines communications ne doivent pas être faites sur certains cas de problème. Mais s'agissant du cas de notre cher regretté Jules Koumkou, dont je suis très triste du sort de sa radio qui nous donnait l'occasion de très bonnes émissions de débat. Moi qui suis un connaisseur de la route, j'ai conclu que c'est un accident naturel. Parce que la voiture est sortie d'une station avec une panne. Monsieur s'est engagé, c'est à la descente d'une colline. Il s'est engagé et l'allumage a lâché. Le véhicule... Non, vous avez évoqué, je vais vous le dire. Peut-être que vous ne saviez pas, il faut que je vous dise. Beaucoup de journaux écrits ont conclu de manière péremptoire à l'assassinat. Je dis non. C'est un grumier qui descend une pente chargée. Dans des cas pareils, le grumier ne doit pas freiner. Parce que s'il freine, toutes les billes de bois la décrochent. Au lieu de tuer 2 personnes qui étaient dans la voiture, ça risque de tuer 40, 50, 100 personnes. Donc, vraiment, c'était un accident. Le véhicule s'est retrouvé au mauvais endroit, tout simplement. D'accord. Bon, pour les autres cas, je pense qu'il y a des enquêtes dont les résultats peuvent ne pas être publiés simplement parce que ça viendrait, ces raisons d'État, des fois c'est pour raisons de sécurité publique. Ça viendrait ajouter des problèmes pour rien. Parce qu'avoir dit au grand public les résultats d'une enquête et n'avoir pas dit, c'est pas ce que ça change. Alors, que faut-il faire de manière concrète pour sortir le football camerounais de l'impasse? On va sortir par là. Oui, je chute par là. Il faut... On n'a pas d'équipe actuellement compétitive. Le maire Aïs Betsala l'a si bien relevé. On a été qualifié par un tour de passe-passe sordide. Le petit Cap-Vert nous a montré le grand football, vous comprenez. La FIFA qui redoutait que des Camerounais évincés de la tête de l'Africa Foot, alors que statutairement, c'est eux qui devaient en prendre le contrôle, voulaient engager une procédure, ce qui aurait sali énormément l'image de la FIFA. Et ils ont trouvé un deal pour qualifier le Cameroun et certainement certaines rétributions à ceux-là qui voulaient se prendre. En réalité, nous n'étions pas qualifiés. Ma proposition maintenant, c'est qu'on suspend notre équipe. Le gouvernement décide de mettre hors jeu l'équipe du Cameroun, qu'on nomme un entraîneur local qui va avoir pour mission 3 ans durant de préparer une équipe, comme d'ailleurs il semble que nous avons des chances d'être retenus pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations. C'est quand là? C'est dans... Je ne suis pas très... Voilà. Bon, peut-être dans 5 ans. Très calé dans le domaine. Oui, nous serons certainement le pays organisateur. Notre équipe à ossature... Le dossier est encore en étude. Hein? Notre équipe à ossature locale, ossature essentiellement locale, aura eu le temps de beaucoup de matchs amicaux, aller au Japon, aller en Corée. Tout ça, quand on a vu les petits costariciens jouer là, mais c'était très beau. Le Costa Rica, c'est rien. Mais c'est la volonté politique. Alors, ma suggestion est très simple. La FIFA dit que les pouvoirs politiques ne doivent pas s'ingérer dans la gestion du football. Les entraîneurs, les autorités qui sélectionnent les joueurs, sachant ce que j'ai dit là, que l'équipe n'a pas un bon niveau, statistiquement 63e, 9e en Afrique, il ne devait pas être parmi les 32. C'est un concours de circonstances, ça a loupé, mais il faut qu'il fasse une bonne sélection pour former une nouvelle équipe avec des 109, des gens qui sont ambitieux, point. Voilà, tout le monde a connu certainement Emmanuel Koundé qui a fait rêver beaucoup de Camerounais. C'est un ancien lion indomptable qui estime qu'il faut un vrai coup de bistouri au football camerounais depuis la base, mais surtout
des personnes qu'il faut à la place qu'il faut pour redorer le blason de ce football et par ailleurs des Lions indomptables, quitte à observer une période sabbatique, comme le pense M. Edouard Yetchan, à qui je dis merci d'avoir accepté notre invitation. Oh ben, Thierry Yopé, c'est toujours un grand plaisir. Vous savez, j'étais sur un autre plateau. On nous a proposé un peu d'agape quelque part. J'ai dit non, si je ne réponds pas à l'invitation de Camnews 24, ça va être très difficile pour moi. Et je suis donc très heureux d'être là chaque fois que mon opinion peut permettre d'éclairer la lanterne de nos compatriotes. Nous vous remercions pour cela. Merci une fois de plus à l'Inamouvi, M. Jean-Yves Bessara. Je dis au revoir aux chers téléspectateurs de Camnews 24. À la prochaine fois, si jamais on m'invite. Vous serez invité quand l'occasion le permettra pour apporter justement votre contribution à l'édification du Cameroun à travers un débat franc, objectif et constructif. Merci également à vous, Madame, Monsieur, d'avoir été des nôtres pour cette édition, une fois de plus, consacrée au débat sur Camnews 24. L'émission est en rediffusion sur nos antennes, mais également sur le www.camnews24, mais également sur YouTube. Vous pouvez la suivre dès la fin de cette émission. Restez une fois de plus en compagnie des programmes de Camnews 24. Au revoir.